Mon mari m'a envoyé un message. Je vais être en retard au travail. J'ai répondu « Ok ». Mais 5 heures plus tard, quand il est enfin rentré à la maison, quelque chose sur ses pieds m'a glacé. Les chaussettes n'étaient plus celles qu'il portait le matin. Et il y avait un autre détail qui m'a complètement choqué. C'était les « Bonjour à tous ». Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne. Laissez un pouce bleu si vous aimez et dites-nous d'où vous nous écoutez. Merci pour votre soutien. Je m'appelle Amélie Rousseau. J'ai 50 ans et jusqu'à cette nuit glaciale de décembre à Lyon, je croyais connaître ma vie par cœur. 23 ans de mariage avec Philippe Beaumont. 23 années pendant lesquelles j'ai cru chaque mot qu'il me disait. Chaque promesse murmurée dans l'obscurité de notre chambre. Chaque excuse pour expliquer pourquoi nous n'aurions jamais d'enfant. « Je ne peux pas, mon amour », répétait-il avec cette voix empreinte de tristesse qui me brisait le cœur chaque fois. Les médecins ont été formels, c'est impossible pour moi. Je l'ai cru, Dieu comme je l'ai cru. Notre appartement du 6e arrondissement de Lyon respirait l'élégance bourgeoise que j'avais soigneusement cultivée au fil des années. Les moulures au plafond, le parquet en chêne massif qui craquait doucement sous nos pas, les grandes fenêtres donnant sur les toits d'ardoise luisants de pluie. J'avais transformé cet espace en notre sanctuaire, un cocon où nous devions vieillir ensemble, main dans la main, compensant l'absence d'enfants par une complicité que je croyais inébranlable. Ce soir-là, la pluie tambourinait contre les vitres avec une insistance presque agressive. Il était 19h30 lorsque mon téléphone a vibré sur le marbre de la console de l'entrée. Message de Philippe, vais me retarder au travail, réunion avec investisseurs. J'ai tapé machinalement. OK, comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant. Philippe était directeur régional à la Banque nationale de commerce, un poste prestigieux qui exigeait, disait-il, des horaires imprévisibles et des soirées interminables. Je ne questionnais jamais. Après tout, sa carrière nous avait offert ce style de vie confortable. Les heures ont défilé avec une lenteur angoissante. 20 heures, 21 heures, 22 heures. J'ai dîné seul d'une salade niçoise à peine touchée, le silence de l'appartement devenant de plus en plus oppressant. À 23 heures, j'ai tenté de lire, mais les mots dansaient devant mes yeux sans faire sens. Minuit, minuit 30. Mon anxiété grandissait, non pas par inquiétude pour sa sécurité, mais par une intuition sourde, un pressentiment que je n'arrivais pas à nommer. À 0h30 précise, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. J'étais assise dans la pénombre du salon, uniquement éclairée par la lueur orangée de la lampe de lecture près de mon fauteuil en velours bleu. J'avais éteint toutes les autres lumières, presque inconsciemment, comme si je me préparais à une embuscade. Philippe est entré, ses cheveux grisonnants légèrement humides de pluie, son imperméable Burberry dégoulinant sur le parquet que je venais de faire cirer. « Bonsoir, mon amour », a-t-il lancé avec ce sourire fatigué que je connaissais si bien. Désolé pour l'heure, ces investisseurs japonais sont impossibles à satisfaire. Nous avons dû reprendre toute la présentation 3 fois. Il a retiré son imperméable avec des gestes las, le suspendant au porte-manteau en cuivre près de l'entrée. Ses chaussures italiennes en cuir noir, celles que je lui avais offertes pour son anniversaire, ont claqué sur le parquet alors qu'il avançait vers moi. C'est à ce moment précis que mon monde a basculé. Mes yeux se sont posés sur ses pieds, sur ses chaussettes. Philippe portait des chaussettes que je n'avais jamais vues auparavant. Des chaussettes rose pâle, ornées de petits flamants roses, imprimés dans un motif répétitif et enfantin. Rose. Philippe. Mon Philippe, qui, depuis que je le connaissais, ne portait que des chaussettes noires, bleu marine ou gris anthracite. Mon Philippe qui se moquait des hommes portant des fantaisies vestimentaires, comme il les appelait avec dédain. Mon Philippe qui, ce matin même, avait quitté notre domicile avec des chaussettes noires unies, je m'en souvenais parfaitement car j'avais fait la lessive la veille. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Un silence pesant s'est installé entre nous, uniquement troublé par le tic-tac régulier de l'horloge Cartier sur la cheminée et la pluie qui continuait son assaut contre les fenêtres. Philippe s'est figé, sentant probablement le changement d'atmosphère, cette électricité étrange qui crépitait soudain dans l'air. Intéressant,
ai-je murmuré d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même, glaciale et tranchante comme une lame. Depuis quand les directeurs de banque portent-ils des chaussettes avec des flamants roses? Il a baissé les yeux vers ses pieds, comme s'il les découvrait pour la première fois. J'ai vu une succession d'émotions traverser son visage. Surprise, confusion, puis une panique rapidement masquée par un sourire qu'il voulait décontracter, mais qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, celle-ci. Il a ri. Un rire forcé qui sonnait faux dans le silence de notre salon. Je les ai achetées cet après-midi, dans une boutique près du bureau, mes chaussettes de ce matin. Je les ai déchirées en me cognant contre le bureau. Tu sais comment je suis maladroit parfois. Une boutique? J'ai penché la tête, mes doigts se crispant sur les accoudoirs du fauteuil. Quelle boutique reste ouverte jusqu'à 00h30 un mardi soir à Lyon? Et quelle boutique vend des chaussettes aussi? Particulière? Le malaise de Philippe était palpable. Ses mains ont esquissé un geste vague, et il a évité mon regard, fixant un point invisible sur le mur derrière moi. Il y a une petite échoppe près de Bellecour. Il ferme tard. Pour les gens qui travaillent, tu comprends. Sa voix manquait de conviction, comme un acteur récitant un texte mal appris. Je me suis levé lentement, mes jambes tremblant légèrement. Mes 50 ans pesaient soudain sur mes épaules comme une chape de plomb. 23 ans de mariage. 23 ans à faire confiance. À croire. À espérer. Philippe, ai-je articulé en m'approchant de lui. Nous sommes mariés depuis 1989. Je connais chacune de tes habitudes, chacun de tes vêtements, chaque boutique où tu achètes tes affaires. Il n'existe aucune échoppe à Bellecour qui vend des chaussettes fantaisie et reste ouverte après 20 heures. Il a reculé d'un pas, son dos heurtant le cadre de la porte. La pluie redoublait d'intensité dehors, et un éclair a illuminé brièvement son visage. J'y ai lu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la peur. Pas de la culpabilité, pas encore. De la peur d'être découvert. Amélie, tu es fatiguée. Tu imagines des choses. Il a tenté de me prendre par les épaules, mais je me suis dégagée brusquement. Ce ne sont que des chaussettes, bon sang. Depuis quand tu me fais une scène pour des chaussettes? Mais ce n'étaient pas que des chaussettes. C'était une fissure, une minuscule fissure dans la façade parfaite de notre vie. Et les fissures, je le savais instinctivement, ne faisaient que s'élargir une fois qu'on commençait à les examiner de près. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Allongé à côté de Philippe, qui ronflait doucement, inconscient ou feignant de l'être, j'ai fixé le plafond pendant des heures. Les ombres projetées par les réverbères de la rue dessinaient des formes mouvantes et menaçantes. Mon esprit tournait en boucle. Des chaussettes roses, à flamand. Où avait-il vraiment passé sa soirée? Avec qui? Et surtout, depuis combien de temps me mentait-il? À 6 heures du matin, alors que les premières lueurs grises de l'aube filtraient à travers les rideaux en lin, j'ai pris une décision. Philippe dormait toujours, son bras étendu là où j'aurais dû être. J'ai attrapé son téléphone portable posé sur sa table de nuit. Mon cœur cognait si fort dans ma poitrine que j'avais peur qu'il m'entende. Le code? Notre date d'anniversaire de mariage. 15-06-1999. Pathétique, vraiment. Il utilisait notre amour prétendu comme mot de passe de ses secrets. L'écran s'est illuminé. J'ai ouvert Instagram, mes mains tremblant légèrement. L'application était déjà ouverte sur un profil que je ne connaissais pas. Chloé Desmarais officielle. Une jeune femme blonde, 28 ans peut-être, aux yeux verts pétillants et au sourire éclatant. Ses photos respirèrent la jeunesse, l'insouciance, des selfies dans des cafés branchés de Lyon, des photos de voyage à Barcelone, à Amsterdam. Et puis, en faisant défiler son feed, je suis tombée dessus. Une photo postée 3 jours auparavant. Chloé, allongée sur un canapé que je ne reconnaissais pas, ses jambes repliées, et là, bien visible, ses pieds chaussés de chaussettes roses ornées de flamants roses. Exactement les mêmes que celles que Philippe portait la veille. La légende disait « Les petits cadeaux stupides qui me font sourire. Merci mon amour pour ces chaussettes ridicules. Je les adore. » Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai dû plaquer ma main sur ma bouche pour étouffer le cri qui menaçait de s'échapper. Mes yeux se sont remplis de larmes, brouillant l'écran. J'ai cligné furieusement, refusant de pleurer.
Pas encore. Pas maintenant. Je devais savoir. Je devais voir jusqu'où allait la trahison. J'ai continué à faire défiler le profil. Plus bas, datant de 4 ans, une photo qui m'a coupé le souffle. Chloé enceinte, radieuse, les mains posées sur son ventre arrondi. La légende: mon petit miracle arrive bientôt. Je ne peux pas attendre de rencontrer notre trésor. Notre trésor. Les commentaires. Mon Dieu, les commentaires. Des dizaines de personnes félicitant Chloé. Et là, un compte que je n'avais jamais vu. Philippe B. privé. Son commentaire, posté 4 ans auparavant: notre miracle, notre famille, je t'aime mon cœur. Notre famille. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi violemment, mon corps entier tremblant de choc et de rage. 23 ans. 23 putains d'années à entendre Philippe me dire qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. 23 ans pendant lesquels j'avais renoncé à mon rêve de maternité, acceptant ce sacrifice au nom de notre amour. Et pendant tout ce temps, pendant que je pleurais en secret chaque fois que je voyais une femme enceinte dans la rue, lui construisais une autre famille. Avec elle. Avec cette Chloé qui avait l'âge d'être notre fille. Les jours suivants ont été une mascarade d'une cruauté insoutenable. J'ai continué à jouer mon rôle d'épouse parfaite. Je me levais chaque matin, préparer le café de Philippe exactement comme il l'aimait, noir et corsé, avec une demi-cuillère de sucre. Je repassais ses chemises blanches avec un soin méticuleux, veillant à ce que les plis soient impeccables. Je lui souhaitais bonne journée avec un baiser sur la joue avant qu'il ne parte pour la banque, ce temple où il régnait en maître respecté et où se cachait sa maîtresse. Mais la nuit, quand il dormait du sommeil du menteur satisfait, je travaillais. J'ai créé un faux profil Instagram pour surveiller Chloé sans qu'elle le sache. J'ai scruté chaque photo, chaque commentaire, cherchant des indices, des preuves. Et j'en ai trouvé, tellement. Des photos d'un petit garçon aux cheveux bruns et aux yeux bleus perçants, les yeux de Philippe. L'enfant s'appelait Lucas, Lucas Beaumont. Philippe lui avait donné son nom, à lui. Pas à notre enfant inexistant, mais à celui qu'il avait eu avec une femme qui aurait pu être sa fille. Une semaine après la découverte des chaussettes, j'ai pris contact avec François Dubois, un détective privé dont une amie m'avait parlé des années auparavant lors d'un dîner où nous avions discuté, ironiquement, des infidélités conjugales. François était un ancien inspecteur de police, la cinquantaine, discret et efficace. Nous nous sommes rencontrés dans un café anonyme près de la gare de Perrache, loin de mon quartier habituel. « Madame Rousseau » m'a-t-il dit de sa voix grave en sirotant un expresso. « Je dois vous prévenir. Dans mon métier, nous découvrons souvent des choses que nos clients préféreraient ne jamais savoir. Êtes-vous certaine de vouloir aller au bout ?» J'ai soutenu son regard sans ciller. « Monsieur Dubois, je dois savoir, toute la vérité. » Il a hoché la tête, sortant un carnet et un stylo. « Très bien, dites-moi tout ce que vous savez déjà. » Avant de continuer, je vous rappelle gentiment que si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit like. Cela nous aide énormément. Merci et reprenons. François Dubois s'est mis au travail immédiatement. Pendant 2 semaines, il a filé Philippe, photographié ses déplacements, relevé les plaques d'immatriculation des voitures qu'il fréquentait. Et puis, un mardi matin pluvieux, il m'a appelé. « Madame Rousseau, nous devons nous voir, aujourd'hui. J'ai des informations. » Son bureau était situé dans un immeuble vieillot de la rue de la République. L'ascenseur grinçait de manière inquiétante en montant jusqu'au 4e étage. François m'attendait, l'air grave. Sur son bureau, une épaisse enveloppe Kraft. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » m'a-t-il dit doucement. « Ce que je vais vous montrer est difficile. » Il a ouvert l'enveloppe et en a sorti une série de photographies. Philippe entrant dans un immeuble moderne de Villeurbanne, un quartier que nous ne fréquentions jamais. Philippe en sortant, tenant la main de Chloé. Philippe dans un parc, poussant un petit garçon sur une balançoire. Le même enfant que j'avais vu sur Instagram. Lucas, mon mari jouant au papa modèle avec l'enfant qu'il avait fait à une autre femme. Mais ce n'était pas tout. François a continué à étaler les photos comme des cartes dans un jeu macabre. Il y a autre chose, Madame Rousseau. Une autre femme, Sophie Arnaud, 32 ans, ancienne secrétaire à la banque.
Il m'a montré une photo d'une brunette aux cheveux courts, élégante, et une autre enfant, une fille de 7 ans, Émilie Beaumont. Le monde a vacillé. J'ai agrippé le bureau pour ne pas tomber. Une autre? Il a 2 enfants? 2 familles? Oui, madame. François a sorti d'autres documents. Et ce n'est pas tout. J'ai fait des recherches financières. Votre mari a transféré des sommes considérables de votre compte joint au cours des 5 dernières années. 850 000 € au total. Paiement pour l'appartement de Villeurbanne où vit Mademoiselle Desmarais. Frais de scolarité pour les 2 enfants dans des écoles privées. Voyage. Tout est documenté ici. 850 000 €. Notre argent. L'héritage que mes parents m'avaient laissé, que j'avais mis en commun par amour et confiance. Utilisé pour financer ces mensonges, ces doubles vies, ces familles secrètes. Et il y a plus, a continué François, impitoyable dans sa quête de vérité. Il a posé devant moi des copies d'actes de naissance. Lucas Beaumont, né le 14 mars 2018, père, Philippe Beaumont. Émilie Beaumont, née le 8 septembre 2016, père, Philippe Beaumont. Il a marqué une pause. Votre mari les a reconnus légalement. Ce sont ses enfants aux yeux de la loi. Je suis restée pétrifiée, incapable de parler, de respirer. 23 ans de ma vie réduits en cendres. Tout était faux. Tout. Notre histoire d'amour, sa prétendue infertilité, ses heures supplémentaires au bureau, ses voyages d'affaires. Mensonge sur mensonge, empilés comme des briques pour construire une prison où j'étais la seule prisonnière. Madame Rousseau? La voix de François m'a tiré de ma stupeur. Vous allez bien? Voulez-vous un verre d'eau? J'ai secoué la tête, essayant de rassembler mes pensées qui tourbillonnaient comme des feuilles mortes dans une tempête. Non, continuez, je dois tout savoir, absolument tout. François a pris une profonde inspiration avant de poursuivre. Les transferts financiers sont tracés. J'ai ici les relevés bancaires des 5 dernières années. Votre mari a été méthodique, presque chirurgical, dans sa façon de détourner l'argent. Des virements réguliers de 10 000 € par mois vers un compte au nom de Chloé Desmarais. Des paiements de loyer, toujours le 5 du mois. Des virements vers l'école internationale Montessori de Lyon pour Lucas. Des paiements à l'école Sainte-Marie pour Émilie. Il a fait glisser les documents vers moi. Chaque ligne était un coup de poignard. Chaque chiffre, une trahison. J'ai reconnu les signatures, la mienne aussi. Philippe avait forgé ma signature sur certains documents de transfert. J'étais juriste de formation, spécialisé en droit immobilier avant de prendre ma retraite anticipée il y a 5 ans. Je savais exactement ce que cela signifiait, faux et usage de faux, crime puni par la loi française. Il y a encore quelque chose, a ajouté François en sortant un autre dossier. Votre mari a utilisé sa carte de crédit professionnelle, celle de la banque, pour des dépenses personnelles. Voyage à Deauville avec Mademoiselle Desmarais, week-end à Chamonix, restaurants étoilés, bijoux achetés chez Cartier, tout est là. Plus de 200 000 € de dépenses inappropriées sur 3 ans. Mon esprit s'est mis en mode juriste. Détournement de fonds de l'entreprise, usage abusif de biens sociaux. Philippe ne trichait pas seulement avec moi, il trichait avec son employeur. La Banque nationale de commerce, une institution centenaire où la probité était la valeur cardinale. Il le crucifierait s'il l'apprenait. Monsieur Dubois, ai-je dit d'une voix étrangement calme, comme si je me détachais de mon corps et de mes émotions. J'ai besoin de copies de tout. Absolument tout. Relevés bancaires, photos, actes de naissance, preuves des dépenses professionnelles abusives. Vous pouvez faire ça? Bien sûr, madame, je prépare un dossier complet pour vous. Mais puis-je vous demander ce que vous comptez faire? J'ai souri. Un sourire froid, sans joie, que je ne me connaissais pas. Monsieur Dubois, mon mari croit que je suis une femme douce et naïve. Il a oublié que j'ai passé 25 ans à plaider dans les tribunaux de Lyon. Il a oublié qui je suis vraiment. En rentrant chez moi cet après-midi-là, j'ai pris le métro. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier. Philippe ne serait pas à la maison avant au moins 20 heures. J'avais du temps. La pluie de décembre fouettait les vitres du wagon. Des passagers montaient et descendaient, chacun absorbé dans son propre univers.
Une femme enceinte s'est assise en face de moi, caressant distraitement son ventre rond. J'ai détourné les yeux, la douleur familière me déchirant le cœur. Arrivé à l'appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais gardé contact avec plusieurs de mes anciens collègues du barreau, Maître Laurent Deschamps en particulier. Nous avions travaillé ensemble sur plusieurs affaires complexes de divorce conflictuels. Il était le meilleur, impitoyable, méticuleux, brillant. J'ai composé son numéro. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Amélie, quelle surprise! Comment vas-tu? »« Laurent, j'ai besoin de toi, professionnellement. » Il y a eu un silence. « Je vois. Divorce? »« Oui, mais pas n'importe quel divorce. J'ai besoin que tu m'aides à détruire quelqu'un qui a détruit ma vie. Je suis au cabinet demain à 9h. Viens avec tous les documents que tu as. » Cette nuit-là, Philippe est rentré à 21h. « Bonsoir chérie, j'ai eu une journée épuisante. » Il m'a embrassé sur la joue, comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas 2 autres familles, comme s'il ne me mentait pas depuis des années. « Difficile journée ?» ai-je demandé en servant le dîner que j'avais préparé. Blanquette de veau, son plat préféré. Ironie du sort, j'agissais encore en épouse dévouée alors que je planifiais sa destruction. Très. Le nouveau PDG est d'une exigence insupportable. Il veut auditer tous les départements. C'est épuisant. Auditer tous les départements. Mon cœur a fait un bond. Si une audite interne découvrait les dépenses frauduleuses de Philippe avant que je ne mette mon plan à exécution, tout pourrait s'effondrer. Je devais agir vite. « Pauvre chérie », ai-je murmuré en lui servant du vin. « Tu travailles tellement dur. » Il a souri, ce sourire que j'avais aimé pendant 23 ans et qui me révulsait désormais. Pour nous, mon amour, pour notre avenir. Notre avenir. Quel avenir? Celui où il continuait à me mentir pendant que je vieillissais seule, sans les enfants que je désirais, pendant qu'il construisait sa vraie vie ailleurs? Le lendemain matin, à 9h précises, j'étais dans le cabinet de Maître Deschamps, avenue Foch, un quartier huppé de Lyon. Son bureau était élégant, lambrisé de chênes sombres, avec une vue sur le parc de la Tête d'Or. Maître Laurent Deschamps avait 60 ans, des cheveux argentés impeccablement coiffés et des yeux gris acier qui ne laissaient rien passer. Il a étalé tous les documents que François Dubois m'avait remis sur son immense bureau en acajou. Pendant 45 minutes, il a lu en silence, annotant certains passages, hochant la tête de temps en temps. Moi, j'étais assise dans le fauteuil en cuir face à lui, les mains crispées sur mon sac à main, attendant son verdict. Finalement, il a levé les yeux vers moi. « Amélie, je vais être directe. Ce que ton mari a fait est criminel à plusieurs niveaux. Faux et usage de faux pour les signatures contrefaites, détournement de fonds conjugaux, abus de biens sociaux pour les dépenses professionnelles. Sans parler de la bigamie morale, même si juridiquement ce n'en est pas une, puisqu'il n'a pas épousé ses femmes. Qu'est-ce que je peux faire? Nous pouvons l'anéantir, légalement, financièrement, professionnellement. Mais je dois te prévenir, ce sera une guerre. Es-tu prête pour ça? J'ai pensé aux 23 années perdues, aux enfants que je n'aurai jamais, aux mensonges, à l'humiliation. Je suis prête. Laurent a souri, un sourire de prédateur. Bien, voici ce que nous allons faire. Premièrement, nous déposons une plainte pénale pour faux et usage de faux, ainsi que pour détournement de fonds. Deuxièmement, nous saisissons le Conseil de l'ordre bancaire et la direction de la Banque nationale de commerce concernant les abus de biens sociaux. Troisièmement, nous lançons une procédure de divorce pour faute avec demande de réparation du préjudice moral et financier. Tu vas récupérer bien plus que la moitié des biens. Combien de temps? Quelques mois pour tout mettre en place. Mais l'effet sera immédiat dès que nous déclencherons les procédures. Je te conseille d'attendre le moment optimal pour maximiser l'impact. Le moment optimal. Laurent s'est appuyé contre son dossier, joignant ses doigts en triangle devant son visage. Philippe a-t-il des événements professionnels importants à venir? Des moments où sa réputation est particulièrement en jeu? J'ai réfléchi. Oui, dans 6 semaines, la Banque nationale de commerce organise son gala annuel. C'est l'événement de l'année. Tous les dirigeants, les clients importants, la presse financière seront présents. Philippe doit recevoir le prix du directeur régional de l'année. C'est un honneur qu'il attend depuis des mois. Le sourire de Laurent s'est élargi. Parfait. C'est là que nous frapperons.
Maximum de témoins, maximum d'humiliation publique, maximum d'impact sur sa carrière. Les 6 semaines suivantes ont été les plus longues de ma vie. Je continuais à jouer mon rôle. L'épouse aimante, attentionnée. Je l'aidais même à préparer son discours de remerciement pour le gala. L'ironie était si amère qu'elle en devenait presque comique. Philippe répétait devant moi « Je dois remercier ma femme, Amélie, dont le soutien indéfectible a été la clé de ma réussite. » Je souriais et hochais la tête, suggérant des modifications. Pendant ce temps, Laurent travaillait dans l'ombre. Il a constitué un dossier béton. Chaque transfert bancaire, chaque signature falsifiée, chaque dépense inappropriée, tout était documenté, daté, prouvé. Il a également contacté discrètement le président du conseil d'administration de la banque, M. Gérard Fontaine, un homme de 70 ans à la réputation irréprochable. Laurent et lui se connaissaient depuis des décennies. Un appel téléphonique avait suffi pour obtenir un rendez-vous confidentiel. M. Fontaine a été choqué, m'a raconté Laurent après cette réunion. Il m'a assuré que la banque prendrait les mesures appropriées. Mais il veut attendre que tu fasses ta révélation publique au gala. Il dit que l'institution doit montrer qu'elle ne tolère aucun écart et que le faire publiquement enverra un message fort. 2 semaines avant le gala, j'ai reçu un appel de Chloé Desmarais. Mon sang s'est glacé quand j'ai vu son nom s'afficher sur mon téléphone. Comment avait-elle eu mon numéro? J'ai décroché, le cœur battant. « Madame Beaumont ?» Sa voix était jeune, hésitante. Je sais que c'est étrange, mais je dois vous parler. »« À quel sujet ?» Ma voix était froide comme la glace. « Au sujet de Philippe, et de nous. Je ne savais pas qu'il était encore marié avec vous. Enfin, pas vraiment. Il m'a dit que vous étiez séparés depuis des années, que le divorce était en cours. Je viens de découvrir la vérité et je suis désolée. » J'ai ri. Un rire amer, sans joie. « Désolée? Vous êtes désolée? Vous avez un enfant avec mon mari, mademoiselle Desmarais. Un enfant qu'il a reconnu légalement alors qu'il me répétait depuis des années qu'il ne pouvait pas en avoir. Vous vivez dans un appartement qu'il a payé avec notre argent commun. Et vous êtes désolé? » Silence, puis des sanglots. Je ne savais pas. Je le jure. Il m'a menti. Il m'a dit tant de choses. Que vous ne l'aimiez plus, que vous restiez ensemble par convention. Je suis tombée amoureuse. J'étais jeune, stupide. Vous êtes toujours jeune, et manifestement toujours stupide si vous croyez ces mensonges. Madame Beaumont, je voulais juste vous dire que je vais le quitter. Je vais prendre Lucas et partir. Loin de Lyon. Je ne veux plus faire partie de ce mensonge. J'ai raccroché sans répondre. Mes mains tremblaient. Une partie de moi ressentait presque de la pitié pour cette fille. Presque. Mais elle avait fait un enfant avec mon mari. Elle avait partagé son lit pendant des années. Non, je ne pouvais pas avoir pitié. Le soir du gala est arrivé. Le 15 février 2025, une date que je n'oublierai jamais. L'événement avait lieu au Grand Hôtel Dieu, un bâtiment historique magnifiquement rénové au cœur de Lyon. Des lustres de cristal illuminaient la salle de bal. Les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés raffinés. Tout le gratin financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes était présent. Plus de 300 invités en tenue de soirée. J'avais choisi ma robe avec soin. Une robe fourreau Dior rouge sang, élégante, affirmée. Mes cheveux châtains étaient relevés en un chignon sophistiqué. J'avais passé 3 heures chez le coiffeur et la maquilleuse. Je voulais être parfaite, pas pour Philippe, pour moi, pour ma revanche. Philippe rayonnait à mes côtés, dans son smoking sur mesure. Il me tenait le bras, me présentant à ses collègues et supérieurs avec fierté. Ma femme, Amélie, mon roc. À chaque fois, je souriais gracieusement, serrant des mains, échangeant des banalités. Personne ne pouvait deviner la tempête qui grondait sous ma façade sereine. Maître Laurent Deschamps était présent, discret, un verre de scotch à la main, posté près de la sortie. Monsieur Fontaine, le président du conseil d'administration, m'avait fait un signe de tête imperceptible en entrant. Tout était en place. À 20h30, le président est monté sur l'estrade. « Mesdames, messieurs, bonsoir.
Nous sommes réunis ce soir pour célébrer l'excellence et l'intégrité qui font la réputation de la Banque nationale de commerce depuis 1847. Son discours a duré 10 minutes, louant les valeurs de probité, de transparence, de confiance. Chaque mot était un clou dans le cercueil de Philippe, même si personne ne le savait encore. Et maintenant, le moment que nous attendons tous. Le prix du directeur régional de l'année revient cette année à un homme qui incarne nos valeurs, qui a démontré un leadership exceptionnel et des résultats remarquables. Monsieur Philippe Beaumont, veuillez nous rejoindre sur scène. Les applaudissements ont éclaté. Philippe a pressé ma main, m'a embrassé sur la joue et s'est dirigé vers l'estrade, le sourire radieux. Il a reçu son trophée, une sculpture en cristal représentant l'arbre de la connaissance, symbole de la banque. Il s'est tourné vers le micro. « Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. C'est un honneur immense. » Il a commencé son discours, celui que nous avions répété ensemble. Cette réussite, je la dois à mon équipe formidable, à la confiance que la banque m'accorde et surtout à ma femme, Amélie, dont le soutien indéfectible. Je me suis levée. Dans le silence attentif de la salle, le bruit de ma chaise raclant le parquet a résonné comme un coup de tonnerre. Tous les regards se sont tournés vers moi. Philippe s'est interrompu, une expression de confusion sur le visage. J'ai marché vers l'estrade, mes talons claquant sur le marbre. 300 paires d'yeux me suivaient. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles, mais ma démarche était assurée. Maître Laurent s'est rapproché discrètement, tenant une mallette. « Amélie, qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Philippe était tendue, avec une note de panique qu'il tentait de dissimuler. Je suis monté sur l'estrade. J'ai pris le microphone des mains du président, qui m'a regardé avec un mélange de surprise et de compréhension. Il savait. Il était dans la confidence. « Bonsoir à tous », ai-je commencé, ma voix claire et forte résonnant dans la salle silencieuse. « Je suis Amélie Rousseau-Beaumont, l'épouse de Philippe. Je suis désolée d'interrompre cette belle soirée, mais je pense que vous devez tous savoir qui vous célébrez vraiment ce soir. »« Amélie, arrête, tu es ridicule !» Philippe a tenté de reprendre le micro, mais Maître Laurent est monté sur scène à son tour, se plaçant entre nous. « Laissez votre femme parler, Monsieur Beaumont. Elle en a le droit. » J'ai continué, ma voix ne tremblant pas malgré l'émotion qui m'étranglait. Pendant 23 ans, j'ai cru connaître mon mari. Je croyais qu'il était un homme d'honneur, de parole. Il me répétait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, que c'était médicalement impossible. J'ai accepté ce sacrifice, enterrant mon désir de maternité par amour pour lui. Des murmures ont parcouru l'assistance. Philippe était devenu blanc comme un linge. Mais il y a 6 semaines, j'ai découvert la vérité. Philippe n'est pas stérile. Il a 2 enfants. Lucas, 4 ans, avec Chloé Desmarais, son assistante exécutive ici présente. J'ai pointé vers une table, au fond, où une jeune femme blonde s'est levée précipitamment pour fuir. Mes 2 huissiers lui ont bloqué le passage. Et Émilie, 7 ans, avec Sophie Arnaud, une ancienne secrétaire de cette banque. Les murmures sont devenus des exclamations. Des gens sortaient leur téléphone. Des flashs d'appareils photo ont commencé à crépiter. Plusieurs journalistes financiers présents prenaient frénétiquement des notes. Ce n'est pas tout. Mon mari a détourné 850 000 € de notre compte joint pour financer ses doubles vies. Appartements, écoles privées, voyages. Il a falsifié ma signature sur des documents bancaires. Faux et usage de faux, mesdames et messieurs. Un crime. Philippe a tenté de m'arracher le micro. C'est faux, elle ment, elle est devenue folle. Maître Laurent a ouvert sa mallette et en a sorti une liasse de documents. J'ai ici toutes les preuves. Acte de naissance, relevé bancaire, photographie. Tout est documenté et authentifié. Monsieur Fontaine est monté sur l'estrade. Son visage habituellement affable était dur comme le granit. Monsieur Beaumont, c'est également mon devoir de vous informer qu'une audit interne a révélé des irrégularités dans vos dépenses professionnelles. Plus de 200 000 € de frais inappropriés au cours des 3 dernières années. Voyages personnels, restaurants, bijoux, tous facturés à la banque. La salle a explosé. Des cris d'indignation, des conversations animées, le scandale était total. Philippe, acculé, a regardé autour de lui comme un animal pris au piège. Ses collègues le fixaient avec dégoût et incrédulité. Certains se levaient et quittèrent la salle.
D'autres filmaient avec leur téléphone. « Philippe Beaumont, » a continué M. Fontaine d'une voix glaciale, « vous êtes suspendu de vos fonctions avec effet immédiat. Une enquête interne sera menée et selon ses conclusions, nous engagerons des poursuites judiciaires. Veuillez quitter cette salle, immédiatement. » 2 agents de sécurité se sont avancés. Philippe m'a regardé et dans ses yeux, j'ai vu enfin la prise de conscience, la compréhension que tout était fini. Sa carrière, sa réputation, notre mariage, tout s'effondrait en quelques minutes. « Amélie, je t'en prie, nous pouvons en discuter, à la maison, pas ici, pas comme ça. » J'ai soutenu son regard sans ciller. « Tu m'as menti pendant des années, Philippe. Tu as détruit mes espoirs, mes rêves. Tu as volé mon argent pour construire tes familles secrètes. Il n'y a rien à discuter. Mon avocat te contactera demain matin. » Les agents de sécurité l'ont escorté hors de la salle. Dans le hall, je pouvais entendre des journalistes le bombarder de questions. Flash, caméra, micro tendu. Le directeur régional de l'année devenait le scandale financier de la décennie. Je suis descendu de l'estrade. La salle était dans le chaos. Certaines personnes m'évitaient, gênées par l'ampleur du drame. D'autres, principalement des femmes, se sont approchées pour me serrer dans leurs bras, murmurer des mots de soutien. Vous avez eu raison. Quel courage. Il méritait pire. Maître Laurent m'a guidé vers une sortie latérale. Viens. Il y a une horde de journalistes à l'entrée principale. Ma voiture est garée à l'arrière. Dans la Mercedes de Laurent, j'ai enfin relâché la pression. Mes mains tremblaient. Tout mon corps tremblait. C'est fini, c'est vraiment fini. La première partie, oui. Maintenant commence la procédure légale. Mais tu as déjà gagné le plus important. La vérité est révélée. Philippe est détruit professionnellement. Plus personne ne le croira jamais. Cette nuit-là, je suis rentré dans notre appartement vide. Philippe n'était pas là. J'ai appris plus tard qu'il était allé à l'hôtel, refusé dans 3 établissements avant d'en trouver un qui accepte un homme poursuivi par une meute de journalistes. J'ai marché dans notre salon. Les photos de nous au mur me narguaient. Notre mariage, nos voyages. Tous ces moments qui n'étaient qu'illusions. J'ai commencé à les décrocher une par une. Chaque cadre retiré était une libération. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes, des amis, ma sœur, Véronique, qui vivait à Marseille. Amélie, j'ai vu les infos. Ça passe en boucle sur toutes les chaînes. Mon Dieu, comment vas-tu? Je vais bien. Pour la première fois depuis longtemps, je vais vraiment bien. Les semaines suivantes ont été un tourbillon judiciaire. Philippe a été arrêté pour faux et usage de faux. Libéré sous caution après 2 jours de garde à vue, son visage hagard faisait la une de tous les journaux. Le directeur déchu titrait « Le Progrès ». Scandale à la BNC, double vie et détournement, annonçait le Figaro. La banque a mené son audit. Les résultats étaient accablants. Philippe avait non seulement détourné des fonds pour ses dépenses personnelles, mais il avait également manipulé certains comptes clients pour masquer ses malversations. Le montant total s'élevait à 1 200 000 €. La BNC a porté plainte au pénal. Chloé Desmarais a été licenciée pour faute grave. Complicité dans les détournements, même si elle prétendait ne rien savoir. Elle est partie de Lyon avec son fils Lucas, retournant vivre chez ses parents en Bretagne. Sophie Arnaud, l'autre mère, a également été interrogée, mais n'a pas été poursuivie, n'ayant aucun lien direct avec les malversations professionnelles. Maître Laurent a déposé ma demande de divorce pour faute. Les torts exclusifs de Philippe ne faisaient aucun doute. J'ai demandé 80% des biens, des dommages et intérêts pour préjudice moral, et le remboursement intégral des 850 000 € détournés. Philippe a tenté de négocier par l'intermédiaire de son avocat. Madame Rousseau serait-elle disposée à accepter un règlement à l'amiable? Ma réponse a été cinglante. Dites à votre client que la seule chose que j'accepterai, c'est de le voir ruiné comme il a ruiné ma vie. 3 mois après le gala, l'audience de divorce a eu lieu au tribunal de grande instance de Lyon. La salle était bondée. Journalistes, curieux, connaissances. Le juge, Madame Sylvie Marchand, une femme d'une 60aine d'années, réputée pour sa sévérité, a présidé. L'atmosphère dans la salle d'audience était électrique.
Philippe était assis à la table de la défense avec son avocat, Maître Bertrand, un homme trapu à l'air épuisé qui savait que la bataille était perdue d'avance. Moi, j'étais droite comme un i à côté de Laurent, mes mains posées calmement sur mes genoux, mon regard fixé droit devant. Madame le juge Marchand a ouvert la séance. Nous sommes réunis pour statuer sur la demande de divorce de Madame Amélie Rousseau-Beaumont contre Monsieur Philippe Beaumont. Maître Deschamps, vous pouvez présenter votre plaidoirie. Laurent s'est levé. Pendant 45 minutes, il a déroulé méthodiquement le dossier. Chaque mensonge, chaque détournement, chaque trahison. Il a présenté les actes de naissance des 2 enfants illégitimes, les relevés bancaires prouvant les transferts frauduleux, les témoignages de voisins ayant vu Philippe avec ses maîtresses, les rapports d'audit de la banque. Madame la juge, nous sommes face à un cas exceptionnel de perfidie conjugale. Monsieur Beaumont n'a pas simplement trompé son épouse. Il a construit pendant des années un échafaudage de mensonges si élaboré qu'il a détruit psychologiquement Madame Rousseau. Il lui a fait croire qu'il était stérile, la privant de son désir légitime de maternité, alors qu'il fondait simultanément 2 autres familles. Il a détourné leur patrimoine commun, y compris l'héritage familial de Madame Rousseau, pour financer ses doubles vies. Il a falsifié sa signature. Il a abusé de sa position professionnelle. Le juge écoutait attentivement, prenant des notes. Philippe regardait le sol, incapable de soutenir le regard de quiconque. Ma cliente demande le divorce pour faute exclusive. Elle demande également 80% du patrimoine conjugal restant, le remboursement intégral des 850 000 € détournés, plus des dommages et intérêts de 500 000 € pour préjudice moral. L'avocat de Philippe s'est levé pour plaider. C'était pathétique. Il a tenté l'angle du repentir. Monsieur Beaumont reconnaît ses torts. Il est profondément désolé. Il demande la clémence du tribunal. Madame Marchand l'a interrompu sèchement. Maître Bertrand, votre client n'a montré aucun remords jusqu'à ce qu'il soit démasqué publiquement. Ses excuses sonnent creux. Continuez. Bertrand a balbutié quelques arguments sur le partage équitable des biens, mais Laurent les a démolis un par un. Les preuves étaient irréfutables. Puis est venu mon tour de témoigner. Je me suis levée, j'ai prêté serment et je me suis assise à la barre. La greffière a noté chaque mot. Madame Rousseau, a commencé le juge, pouvez-vous expliquer à la cour l'impact qu'ont eu les actions de votre mari sur votre vie? J'ai pris une profonde inspiration. Madame la juge, Philippe et moi nous sommes mariés en 1999. J'avais 27 ans. Lui, 32. J'étais jeune, amoureuse, pleine d'espoir. Dès le début, je lui ai parlé de mon désir d'avoir des enfants. Il m'a dit qu'il partageait ce rêve. Ma voix s'est légèrement brisée, mais je me suis ressaisie. Après 3 ans d'essais infructueux, nous avons consulté. C'est là que Philippe m'a annoncé que les médecins lui avaient diagnostiqué une oligospermie sévère, qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant naturellement. J'étais dévastée. Mais je l'aimais. J'ai accepté ce sacrifice. J'ai renoncé à la maternité pour lui. Des larmes coulaient maintenant sur mes joues, mais je continuais. Pendant 20 ans, j'ai vécu avec ce manque. Chaque bébé que je voyais dans la rue était un coup de poignard. Chaque anniversaire d'enfant auquel j'étais invitée était une torture. Mais je me consolais en me disant que j'avais Philippe, que notre amour était assez fort. J'ai regardé directement Philippe pour la première fois. Il avait les larmes aux yeux aussi, mais je n'ai ressenti aucune pitié. Et puis j'ai découvert que tout était faux, qu'il avait 2 enfants, 2, qu'il m'avait menti sciemment, cruellement, pendant des années, qu'il avait volé mon argent, l'héritage de mes parents décédés, pour financer ses mensonges. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, madame? Trahie, brisée, mais aussi en colère, une colère froide qui me donne la force de me battre. Je ne suis pas une victime. Je suis une survivante. Et je veux que Philippe paie pour chaque larme que j'ai versée, chaque nuit où j'ai pleuré l'enfant que je n'aurai jamais. Le juge a hoché la tête. Merci, madame Rousseau. Vous pouvez vous rasseoir. Philippe a également témoigné. Il a admis les faits, plaidé la faiblesse, l'erreur de jugement. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là. C'était comme vivre 3 vies parallèles. Je pensais pouvoir tout gérer. J'avais tort. Je regrette profondément. Regrettez-vous vos actes, monsieur Beaumont? A demandé le juge.
Ou regrettez-vous simplement d'avoir été découvert? Silence. Philippe ne savait pas quoi répondre. La vérité était évidente. L'audience s'est terminée. Madame Marchand a annoncé qu'elle rendrait sa décision sous 15 jours. Nous nous sommes tous levés. En sortant de la salle, j'ai croisé le regard de Philippe. Il a murmuré « Amélie, je suis vraiment désolé. » Je me suis arrêtée. « Tu sais ce qui est le plus triste, Philippe? Ce n'est pas que tu m'aies trompé, c'est que tu m'aies fait croire pendant 23 ans que j'étais aimée, que nous étions une équipe, alors qu'en réalité, je n'étais qu'une façade, une couverture respectable pour tes vraies vies. Ça, je ne te le pardonnerai jamais. » 15 jours plus tard, le verdict est tombé. Maître Laurent m'a appelé à 8 heures du matin. « Amélie, le jugement vient d'être publié. Tu as gagné, sur toute la ligne. » Je me suis assise lentement dans mon fauteuil, celui-là même où j'avais découvert les chaussettes roses 6 mois auparavant. « Dis-moi tout. » Divorce prononcé aux torts exclusifs de Philippe Beaumont. Tu obtiens 75% du patrimoine conjugal, ce qui représente environ 1 100 000 € après liquidation de vos biens. Philippe doit te rembourser les 850 000 € détournés avec intérêt, ce qui porte le montant à 920 000 €. Dommages et intérêts pour préjudice moral fixé à 400 000 €. Total, Philippe te doit 1 320 000 €. J'ai fermé les yeux. La justice. Enfin. Et lui, qu'est-ce qu'il lui reste? 25% du patrimoine, soit environ 370 000 €. Mais avec les dettes qu'il a contractées pour payer ses avocats, les remboursements qu'il doit à la banque, et maintenant le montant qu'il te doit, il va devoir vendre tout ce qu'il possède. Il sera ruiné, littéralement. Bien. Laurent a marqué une pause. Amélie, je dois te dire que je suis impressionnée. J'ai rarement vu quelqu'un gérer une situation aussi douloureuse, avec autant de sang-froid et de détermination. Tu t'es battue comme une lionne. C'était ma survie, Laurent. Quand on n'a plus rien à perdre, on devient dangereux. Le jugement pénal est tombé 2 mois plus tard. Philippe a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour faux et usage de faux, détournement de fonds et abus de biens sociaux. 1 an de prison ferme. Il a fait appel, mais l'appel a été rejeté. En septembre 2025, Philippe Beaumont, ancien directeur régional de la Banque nationale de commerce, prix du directeur de l'année, est entré à la maison d'arrêt de Lyon-Corba. J'ai suivi l'affaire dans les journaux avec une satisfaction froide. Les photos de Philippe en détenu, le visage creusé, les cheveux gris, vieillis de 10 ans en quelques mois, les articles analysant la chute spectaculaire d'un homme qui avait tout et qui avait tout perdu par cupidité et mensonge. Chloé Desmarais a donné une interview à un magazine féminin. Elle se présentait comme une victime, elle aussi. J'étais jeune et naïve. Philippe m'a manipulée. Peut-être. Ou peut-être qu'elle avait fermé les yeux sur les signaux évidents parce que l'argent et le style de vie lui plaisaient. Je n'ai jamais su et je m'en fichais. Elle n'était plus mon problème. Sophie Arnaud, l'autre maîtresse, a disparu des radars. J'ai appris qu'elle s'était mariée avec quelqu'un d'autre et avait déménagé en Suisse avec sa fille Émilie. Une nouvelle vie, loin du scandale. Et moi. J'ai vendu l'appartement du 6e arrondissement. Trop de souvenirs, trop de mensonges imprégnés dans les murs. J'ai acheté une maison avec jardin à Aix-les-Bains, une petite ville thermale au bord du lac du Bourget. Un endroit paisible, loin de Lyon et de son agitation. Avec l'argent récupéré, j'ai créé une fondation pour les femmes victimes de violences conjugales et de manipulations psychologiques. La Maison d'Amélie. Un refuge où les femmes peuvent se reconstruire, obtenir une aide juridique, psychologique, financière. Ma façon de transformer ma douleur en quelque chose de positif. 1 an après le divorce, j'ai reçu une lettre de Philippe, écrite de prison. Je l'ai tenue longtemps dans mes mains avant de l'ouvrir. Chère Amélie, je sais que tu ne veux probablement plus jamais entendre parler de moi. Je ne t'en veux pas. Ce que je t'ai fait est impardonnable. J'ai détruit la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ici, pour comprendre à quel point j'étais égoïste, lâche, cruelle. Tu méritais tellement mieux. Tu méritais la vérité, des enfants,
Un mari qui t'aurait vraiment aimé et respecté. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de savoir que je regrette. Vraiment. Pas d'avoir été pris, comme tu l'as dit au tribunal, mais d'avoir gâché ta vie et la mienne. Je te souhaite tout le bonheur que je ne t'ai jamais donné. Philippe. J'ai relu la lettre 3 fois, puis je l'ai déchirée méthodiquement en petits morceaux et je les ai jetés dans la cheminée. J'ai regardé les flammes dévorer les mots. Ces regrets ne changeraient rien. Ils ne me rendraient pas mes 23 années perdues. Ils ne me donneraient pas les enfants que je désirais. Mais j'avais autre chose maintenant. J'avais ma dignité, ma force, ma liberté. 1 an et demi après le divorce, en juin 2026, j'étais assise dans le jardin de ma maison d'Aix-les-Bains. Le soleil brillait sur le lac du Bourget, visible au loin. Les roses que j'avais plantées au printemps fleurissaient magnifiquement. Rouges, blanches, jaunes, un arc-en-ciel de couleurs et de vie nouvelle. Mon téléphone a sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité avant de décrocher. « Madame Rousseau ? C'est Isabelle Moreau du service de probation de Lyon-Corbas. Je vous appelle au sujet de Philippe Beaumont. » Mon cœur s'est serré. « Il est sorti ? » ?»« Oui, madame. Libération anticipée pour bonne conduite après 9 mois. »« Il a été libéré ce matin. » J'ai raccroché. Pendant quelques minutes, j'ai senti l'anxiété monter. Philippe était libre. Allait-il essayer de me contacter ? De se venger ? Puis je me suis ressaisie. Philippe n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Plus aucun. 3 semaines plus tard, j'ai appris par une connaissance commune que Philippe travaillait comme comptable dans une petite entreprise de Villefranche-sur-Saône. Un poste sans prestige, un salaire médiocre. Il vivait dans un studio en banlieue. Sa chute était complète. Quant à moi, j'ai commencé à donner des conférences. Des témoignages sur mon expérience, sur la manipulation psychologique, sur la force de se reconstruire. Des universités, des associations m'invitaient. Mon histoire inspirait d'autres femmes à se battre, à ne pas accepter les mensonges, à exiger la vérité. En septembre 2026, j'ai rencontré Thomas lors d'une conférence à Grenoble. Thomas Mercier, professeur de psychologie, 53 ans, divorcé lui aussi. Intelligent, doux, honnête. Nous avons discuté pendant des heures après ma présentation, de reconstruction, de pardon, de nouveau départ. « Vous croyez qu'on peut vraiment recommencer après une trahison aussi profonde ?» lui ai-je demandé autour d'un café. « Je crois qu'on peut toujours recommencer, Amélie, pas en oubliant le passé, mais en refusant de le laisser définir notre futur. » Nous nous sommes revus, souvent, prudemment d'abord, puis avec plus de confiance. Thomas ne ressemblait en rien à Philippe. Il était transparent, honnête jusqu'à la maladresse parfois. Il me racontait sa journée dans les moindres détails, me présentait ses amis, sa famille. Pas de secret, pas de zone d'ombre. En décembre 2026, 2 ans presque jour pour jour après la découverte des chaussettes roses, Thomas m'a demandé en mariage. Nous étions au bord du lac gelé, les montagnes enneigées se reflétant dans l'eau immobile. « Amélie, je ne peux pas effacer ton passé, mais je peux t'offrir un futur honnête, transparent, plein d'amour. Veux-tu m'épouser ?» J'ai regardé cet homme qui m'offrait sa vulnérabilité, sa sincérité, et j'ai réalisé que j'avais le choix. Je pouvais rester enfermée dans ma colère, dans ma méfiance, ou je pouvais choisir de croire à nouveau, différemment, plus sagement. « Oui, » ai-je répondu. « Oui, je veux. » Nous nous sommes mariés en avril 2027, une cérémonie simple dans le jardin de ma maison. 30 invités, famille, vrais amis. Maître Laurent était là, levant son verre. À Amélie, la femme la plus courageuse que je connaisse. Philippe a appris notre mariage par les réseaux sociaux. Il a envoyé un message bref. « Félicitations, tu mérites d'être heureuse. » Je n'ai pas répondu. Il appartenait à un autre chapitre de ma vie, un chapitre que j'avais définitivement refermé. Thomas et moi avons discuté de l'adoption. À 52 ans, je ne pouvais plus avoir d'enfant biologique. Mais nous pouvions offrir un foyer à un enfant qui en avait besoin. Nous avons entamé les démarches. C'est un processus long, complexe, mais nous sommes patients. Un matin de juin 2027, je me suis réveillée dans les bras de Thomas. Le soleil filtrait à travers les rideaux. Des oiseaux chantaient dans le jardin. J'ai pensé à la femme que j'étais 3 ans auparavant.
brisé, trahi, perdu. Et j'ai souri, parce que cette femme n'existait plus. À sa place se tenait une femme plus forte, plus sage, plus libre. Une femme qui avait traversé l'enfer et en était ressortie, non pas indemne, mais grandie. Philippe m'avait volé 23 ans, mais je ne lui donnerais pas une minute de plus. Mon futur m'appartenait. À moi et à moi seule. Je me suis levée, j'ai enfilé ma robe de chambre et je suis descendue dans le jardin. Les roses étaient en pleine floraison. Je me suis agenouillée près d'un rosier rouge particulièrement magnifique. Je l'avais nommé Résilience, parce que c'est ce que j'étais, résiliente, survivante, victorieuse. Et tandis que je jardinais sous le soleil matinal, Thomas m'a rejoint avec 2 tasses de café. Il s'est assis à côté de moi, m'a embrassé doucement. « Belle journée », a-t-il murmuré. « Oui », ai-je répondu en souriant, « une très belle journée. » Et c'était vrai. Parce que chaque jour, loin des mensonges, chaque jour, dans la vérité et la liberté, était une victoire. Ma victoire. L'histoire d'Amélie Rousseau n'était pas celle d'une femme détruite par la trahison. C'était l'histoire d'une femme qui avait refusé de rester victime, qui s'était battue, qui avait gagné, qui avait reconstruit sa vie sur des fondations de vérité et de force. Et quelque part, dans un studio sombre de Villefranche, Philippe Beaumont vivait avec les conséquences de ses choix. Seul, ruiné, hanté par ce qu'il avait perdu. La justice, finalement, avait été servie. Pas seulement celle des tribunaux, mais celle, plus profonde, de la vie elle-même.